Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Vers la libération de détenus politiques au Soudan. Un geste d'apaisement annoncé par le général Abdel Fattah al-Burhan le 15 avril. Le but, établir un climat apaisé avant le lancement d'un dialogue qui devrait être centré sur la transition. Le bilan de la visite du président rwandais Paul Kagame en Jamaïque, une visite placée sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États. Plusieurs accords ont été scellés. Et puis le naufrage du pétrolier Xelo au large des côtes tunisiennes, un naufrage qui suscite un bon nombre d'inquiétudes, notamment auprès des pêcheurs. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Nigeria à l'épreuve du terrorisme. Ce 16 avril, l'armée de l'air a annoncé avoir tué un bon nombre de terroristes. Les combattants neutralisés seraient issus du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. D'après le porte-parole de l'armée de l'air, des missions de reconnaissance entreprises le 13 avril ont permis de repérer un grand nombre de terroristes. Le jour suivant, des frappes aériennes ont ensuite été opérées. Bilan de ces opérations, plus de 70 terroristes ont été éliminés ou gravement blessés selon la même source. La lutte contre le terrorisme, qui est aussi une des priorités du Mali. L'armée a également annoncé ce 16 avril avoir neutralisé une douzaine de terroristes. D'après un communiqué de l'état-major général, des frappes aériennes ont été menées le 14 avril dans la forêt de Ganguel, opération qui a permis d'éliminer quelques cadres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le document évoque le nom de Samir al-Bourhan, un cadre terroriste franco-tunisien. Avant d'entreprendre ces frappes, l'armée dit s'être appuyée sur, je cite, des renseignements techniques bien précis faisant état d'un regroupement de terroristes. Alors que la crise politique perdure au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé le 15 avril la libération prochaine de détenus politiques, une mesure qui traduit une volonté d'apaisement. Le président du Conseil de souveraineté souhaite que ces personnes prennent part à un dialogue qui devrait être axé sur la transition. Les explications de Samantha Sebero-Sabobanga. Pour permettre la participation de toutes les parties prenantes au dialogue intra-soudanais afin de faciliter la médiation tripartite internationale, le chef du Conseil souverain Abdel Fattah al-Burhan s'est engagé à libérer les détenus politiques dans les prochains jours. Une annonce faite par le général Abdel Fattah al-Burhan le 15 avril 2022. Le général al-Burhan aussi, actuellement, il est dans une situation très difficile. Il n'est pas seulement sous le coup, j'allais dire, de l'isolement international, mais aussi, et régional, bien sûr. Comme vous le savez, l'Union africaine a suspendu le Soudan immédiatement après le coup d'État. Mais aussi, il fait face à une crise économique imprécédente, très difficile, et il n'a pas le moyen de remédier à tous ces problèmes. Du coup, il se trouve obligé, j'allais dire, d'entamer des négociations et chercher une issue politique pour sortir le pays de cette impasse. C'est lors d'une réunion avec le procureur général et le chef du pouvoir judiciaire que Abdel Fattah al-Burhan s'est engagé à créer un environnement propice avant un processus de dialogue qu'il se prépare à lancer dans le cadre de leurs efforts pour restaurer une transition dirigée par des civils au Soudan. En outre, il a dit avoir ordonné aux autorités compétentes de revoir l'état d'urgence et de conserver certaines dispositions liées à la situation économique. Parce que comme vous savez, le pays est au bord vraiment de l'éclatement, des troubles. Les choses vont se compliquer encore pire, enfin de manière encore pire dans les jours à venir s'il ne parvient pas à résoudre la crise actuelle qu'il a provoquée par son coup d'État. Depuis février 2022, les forces de sécurité ont arrêté 18 dirigeants politiques du FCC, les forces de la liberté et du changement membres de l'ERC, affirmant qu'ils avaient détourné des fonds confisqués. En outre, ils ont arrêté un grand nombre de membres des comités de résistance, tandis que quelques 21 militants politiques ont disparu après leur participation à des manifestations anti-coup d'État. Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Rwanda et la Jamaïque, tel était le principal enjeu de la visite du président rwandais Paul Kagame dans cet État des Caraïbes. Un déplacement de 3 jours qui s'est soldé par la signature de plusieurs accords ciblant entre autres les domaines de la culture et des technologies de l'information et de la communication. Joël Ballot.
Approfondir les échanges bilatéraux entre le Rwanda et la Jamaïque. Au bénéfice des populations, tel était le but de la visite de travail du président rwandais Paul Kagame en Jamaïque. Du 14 au 16 avril 2022, les gouvernements du Rwanda et de la Jamaïque, au travers de la signature de 2 mémorandums d'accords bilatéraux, ont axé leurs échanges sur plusieurs domaines dont la culture, les technologies de l'information et de la communication, la santé, le tourisme et le sport. Nous sommes partis de zéro et nous avons commencé avec le secteur public. Le secteur privé, quant à lui, n'existait presque pas. Il avait été éradiqué par les événements qui se sont produits en 1994. Et cette situation interpellait particulièrement les leaders politiques. Nous avons choisi un leader dans chaque secteur d'activité qui avait pour mission de ressusciter le secteur privé. Au cours d'une table ronde entre les autorités rwandaises, jamaïcaines et la société civile, le Premier ministre Andrew Holness a laissé entendre que le Rwanda constitue un exemple brillant en matière d'autonomisation de la femme et de la fille. Le président rwandais Paul Kagame, quant à lui, s'est appesanti sur les voies et moyens pour renforcer les relations bilatérales entre l'Afrique et les Caraïbes. En ce qui concerne la population, il y a une connexion que la coexistence géographique ne peut pas éliminer. La première chose que nous devons faire, c'est de créer un environnement et de donner la possibilité aux personnes d'explorer le Rwanda, les Caraïbes, l'Afrique du Sud, ainsi que tous les pays du continent africain et vice-versa. Au cours des dernières années, le Rwanda s'est imposé en Afrique comme un moteur de développement et de progrès socio-économique. Aujourd'hui, le Rwanda souhaite coopérer plus étroitement avec la Jamaïque, partager des expériences en matière de commerce et d'investissement, ainsi que d'unité nationale et de développement citoyen. En Tunisie, le naufrage du pétrolier Xelo suscite l'inquiétude des pêcheurs. Le navire qui transportait 750 tonnes de gazole s'est échoué ce 16 avril dans le golfe de Gabès, situé au large de la côte est tunisienne. Une zone importante pour l'activité de la pêche maritime, mais qui depuis plusieurs années est affectée par la pollution. Un sujet de la rédaction. L'inquiétude est grande pour ces pêcheurs tunisiens. Après le naufrage du pétrolier Xelo survenu ce 16 avril dans le golfe de Gabès, ces travailleurs se disent préoccupés par les conséquences environnementales de cet incident. La crainte d'une marée noire tourmente ces marins, dans la mesure où le navire transportait à son bord 750 tonnes de gazole. Nous exigeons que des spécialistes soient déployés sur place pour décharger tous les matériaux qui se trouvent à l'intérieur du pétrolier. Si une fuite se produit, nous n'aurons plus rien, car il nous reste déjà qu'une petite partie du golfe pour vivre. Situé au large de la côte est de la Tunisie, le golfe de Gabès est une zone clé pour la pêche maritime. Le Fonds mondial pour la nature estime que ce site abrite environ 34 000 pêcheurs qui souffrent d'agressions chimiques polluantes depuis des décennies. En cause notamment la présence du groupe chimique tunisien qui s'attelle à la transformation du phosphate. Selon une étude de la Commission européenne publiée en mars 2018, plus de 95% de la pollution atmosphérique dans la région de Gabès provient des usines du GCT. C'est une catastrophe environnementale et il y aura des conséquences néfastes pour notre golfe si une fuite est confirmée. Une équipe de plongeurs a été dépêchée ce 17 avril pour inspecter la coque du pétrolier. Pour le moment, aucune fuite n'a été identifiée. La jeune garde de la mode africaine de plus en plus convoitée, les nouveaux talents du stylisme présentent des collections qui oscillent entre tradition et modernité. Un travail désormais visible sur les podiums des plus grands défilés. C'était le cas lors de la première édition de la Fashion Week de Brazzaville où plusieurs d'entre eux se sont distingués. Retour sur cet événement avec notre correspondant d'Eva Pandou. Sarah Makaya est propriétaire de la marque de prêt-à-porter congolaise intitulée Cousu Main. La jeune financière de formation possède sous le même nom de marque un atelier de couture et un centre de formation en coupe, confection et couture gratuite. Lui et son équipe ont présenté différents modèles de leur marque au grand public lors de la première édition de la Brazzaville Fashion Week. Brazzaville Fashion Week, une très belle expérience. D'ailleurs, j'étais pas sûre d'y participer. Je me suis lancée au départ. Mais après, j'étais très hésitante. J'ai même appelé pour annuler. Mais c'est M. Louison qui m'a convaincue que non, que vos collections sont belles. Je pense que ce serait bien que vous veniez parce que je ne me sentais pas à l'état. Et
je ne peux que lui dire merci et dire merci à l'Institut français parce que je ne regrette pas. Comme Sarah, d'autres créateurs de mode tels que Alexis Ngoma, Jacques Gams ou Emma Zola et Lydie Okosa venus de la République démocratique du Congo ont aussi présenté leur collection. C'est sur la base du lien entre la tradition et la modernité que l'Institut français du Congo a voulu rassembler les acteurs de la mode autour de la Brazzaville Fashion Week du 7 au 9 avril 2022. Objectif, développer l'industrie de la mode afin d'en faire un acteur de l'économie nationale. Je pense que c'est un grand pas pour l'évolution de la mode en République du Congo parce que nous voulons vraiment faire la promotion de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et faire en sorte que nous mettons sur pied au fil du temps des stratégies qui peuvent permettre à ce que la mode contribue à l'économie du pays et au budget national. Durant 3 jours, les visiteurs ont eu l'occasion de visiter le marché d'exposition déployé dans le hall de l'Institut français du Congo. Loin des regards indifférents des décideurs face au soutien des initiatives locales, la République démocratique du Congo et le Gabon ont répondu à l'invitation de la première édition de la Brazza Fashion Week. Un mot de sport à présent avec un point sur l'édition 2022 de la Basketball Africa League. Dans le cadre de la conférence du Nil, les Égyptiens du Zamalek se sont imposés face aux Congolais d'Espoir Foucache. Score final 101 à 92. Retour sur cette rencontre avec notre correspondante Joël Ballot. Zamalek FC est décidément la plus grande équipe de l'histoire de la Basketball Africa League. Dans le cadre de la 3e journée de la BAL Conférence du Nil, les champions en titre se sont imposés 101 à 92 face à Espoir Foucache. Avec ce nouveau succès, les Égyptiens profitent d'un dossier global de 9 victoires, n'ayant jamais perdu un match dans l'histoire de la BAL. Au vu des matchs qui suivront, il me paraît impossible que le Zamalek soit détrôné sur cette conférence du Nil. C'est quasiment impossible. Qui plus est, jouant à domicile avec une équipe très compétitive et quasi complète. Donc, je pense que le Zamalek terminera premier. Et puis, pour les autres qualifiés, ça va être une petite bataille. Les Congolais téméraires et intrépides dans le premier quart-temps étaient menés. Il faut dire qu'en naviguant sur 3 victoires successives, Zamalek était très confiant. Cependant, déterminé à ne pas encaisser un 3e échec, Espoir Foucache revient dans la partie 46 à 39, appuyé par l'ailier Roli Foula qui s'est illustré avec 28 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Les chances de Espoir Foucache, elles sont vraiment minimes, voire quasiment nulles. Les raisons à cela, le manque de compétition et de préparation de haut niveau. Je pense que la présence à ce type de compétition permettra à cette équipe de réduire le gap, c'est-à-dire le fossé qui sépare face aux équipes majeures dans les championnats à venir. 4e victoire pour Zamalek, 3e défaite pour Espoir Foucache. Cependant, meilleure performance des Congolais à la conférence du Nil. Une défaite amère 92-101. Zamalek reste invaincu en 4 matchs. Malgré ce 3e revers de suite, Espoir Foucache peut encore espérer se qualifier, mais il faudra maintenant gagner les 2 matchs restants face au Cape Town et Petro de Luanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.